ce sujet, moi, il me tient particulièrement à cœur parce que bon, il est souvent évoqué dans les personnes que j'accompagne. Donc, créer son entreprise avec sa moitié ou à plusieurs est une aventure qui peut être palpitante, mais ça peut être aussi un cauchemar. On va voir ça avec, j'annonce bien le sujet, avec mon invitée Nathalie. Donc, on abordera pendant cette conférence les raisons qui vous poussent à vouloir créer à deux, voire à trois, l'importance de bien définir les rôles de chacun, sa posture vis-à-vis du franchiseur et le cadre juridique et administratif. J'ai certainement oublié des points, mais Nathalie, j'ai vu sa présentation, sera tout à fait pratico-pratique. Donc, rebonjour Nathalie. Nathalie Dubié, vous êtes cofondatrice du cabinet Alexir, qui est un cabinet d'experts en franchise. Est-ce que je peux vous laisser vous présenter et pourquoi vous êtes intéressée par ce sujet? Voilà. Alors, moi, j'ai un parcours assez long puisque j'ai passé déjà 23 ans dans la banque et mon expertise franchise, en fait, a démarré de là. Et je suis entrepreneur depuis 10 ans. Et ma première expérience d'entrepreneur s'est terminée par une séparation. Donc, quelque part, ce que je partage aussi, c'est non seulement ce qu'on vit, nous, avec nos clients depuis 10 ans, mais également ce que moi, j'ai pu traverser et avec peut-être justement certaines erreurs que nous avons pu faire avec les anciens associés et qui, effectivement, donc on a su tirer d'ailleurs les enseignements, puisque pour le coup, on ne s'est pas du tout séparés fâchés. On a pris le temps de comprendre le pourquoi, mais l'objectif, évidemment, c'est de vous éviter de cet exercice de séparation que moi, j'ai connu à titre personnel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on pensait être plus fort que les autres, mais en fait, non, c'est pas vrai. Ce qui pose problème chez les uns sont les mêmes, enfin, c'est toujours les mêmes raisons, en fait. C'est ça qui est intéressant. Voilà, donc pour ce qui est d'Alexir, en fait, effectivement, cette expertise, on l'a. Nous avons séparé des associés franchiseurs, c'est-à-dire des fondateurs d'une enseigne de franchise. On a séparé. On a également séparé des associés franchisés. J'ai également séparé assez récemment sur un jeune réseau de franchise, c'était 3 associés qui sont passés à 2. Sur un autre réseau beaucoup plus ancien qui a 20 ans, pareil, on est en train de gérer la séparation du 4e associé, puisque là, en l'occurrence, ils sont 4. Voilà, donc je pense que c'est un exercice d'abord que nous maîtrisons, mais ce qui est intéressant avec vous, c'est pas de partager ce qu'on sait faire, c'est plutôt de partager les raisons à chaque fois qui nous ont amenés à faire ça. Voilà. Alors, tu parles de séparation. Alors là, on va être optimiste. Est-ce qu'il y en a? Justement, on va repartir du début. Il y a des alliances quand même. Et justement, c'est tout l'intérêt, c'est de comprendre pourquoi, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter cette séparation. Je pense que c'est ça qui est important. Voilà. Alors, je vais te passer la main pour la suite de la conférence. Alors, je vais faire la manipulation. Parfait. Donc, je vais te nommer en co-hôte. Si tu veux. Alors, où tu es? Je te cherche dans la liste des personnes. Ah oui, alors tu es sur un portable et alors lequel que je prends là? Non, tu prends celui où tu as la tête qui bouge. Ça, c'est ma caméra. Ok, donc ça doit être celui-là. Sur le portable, l'avantage, c'est que ça me permet de vous voir quand même. Voilà. Ok, ça y est, c'est parti. Normalement, je te remercie. Normalement. Impeccable. Alors. Partager. Du coup, je ne suis plus sur la bonne page, mais j'y vais tout de suite. Je te laisse gérer, hein. Moi, je parle. Oui, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Hop, voilà, c'est bon. Donc normalement, vous retrouvez le même dessin que tout à l'heure. Donc, effectivement, je pense que c'est important. Pourquoi on a fait ce petit diagramme avec Corinne? Nous avons estimé, en fait, ça permet vraiment de visualiser les problématiques. C'est-à-dire que oui, vous vous associez à 2 ou à 3. Souvent, si vous le faites, c'est que vous vous connaissez. Et en fait, ce qu'il faut prendre conscience, c'est quel que soit le lien que vous avez avec titre personnel, il y a des enjeux d'argent, en fait, dans tous les cas de figure. Il y a des moments où même dans le montage du projet, vous allez être d'accord, pas d'accord. Donc, je l'ai un peu stigmatisé avec des petites colères, mais bon, voilà, vous n'êtes pas obligé de vous mettre en colère. Mais l'idée, c'est qu'on n'est pas forcément d'accord. On a cette espèce de boucle vertueuse qui est de dire, OK, on n'est pas d'accord, on se pose, on discute, à 2, voire avec quelqu'un en plus. Et à la fin du fin, c'est que quelle que soit la relation personnelle que vous avez, vous devez quelque part vous engager avec une espèce de notion de on se serre la main. C'est-à-dire que là, on a un couple qui est présent, mais quelque part, mentalement, c'est OK, on s'est bien mis d'accord, on est bien clair sur ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, et on décide de serrer la main. Et je pense que ce dessin-là montre bien, parce que souvent, évidemment, quand ça ne va pas, là, c'est souvent des questions d'argent. Et malheureusement, même quand on le fait à titre familial, parce que là, on a un couple, mais on a aussi parfois des frères et sœurs, on a parfois des parents et des enfants. Je crois que c'est vraiment un premier point important. Voilà, donc, comment… Alors, moi, j'ai quand même une question à te poser avant. Est-ce que, c'est ce que j'ai lu, est-ce que c'est assez tendance de vouloir
après une période de salariat, d'entreprendre et se dire on prépare la retraite et du coup, on va créer quelque chose en famille, quelque chose qui va nous appartenir? Je pense que les raisons, alors la raison, parce que là, on va travailler sur les raisons de vouloir s'associer à plusieurs. Les raisons d'entreprendre sont encore plus hautes. Enfin, je pense que vous avez dû en voir certaines avec Olivier Mignot lundi, mais moi, je pense que les raisons pour lesquelles on veut entreprendre, c'est en fait toujours les mêmes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a envie d'autonomie, on a envie d'indépendance, ou alors on a eu un accident de carrière et on veut trouver une autre solution. Donc, je pense que la notion d'entreprendre, elle fait appel à encore d'autres choses que le sujet qu'on va évoquer là. C'est-à-dire que pour moi, ce sont deux questions auxquelles vous devez répondre. Mais effectivement, peut-être avant celle-là, c'est de répondre, est-ce que j'ai envie d'entreprendre ou pas? Et ensuite, pourquoi le faire à plusieurs? Voilà. C'est pour moi deux sujets différents. Alors pourquoi, voilà, alors, pour ce qui est pourquoi le faire à plusieurs, alors la première chose qu'on entend, c'est que c'est un projet de vie. C'est exactement ce que tu évoques en disant, voilà, on est dans un projet où à un moment donné, on a toujours rêvé, en fait, j'ai toujours rêvé de m'associer avec mon frère et ma sœur, j'ai toujours rêvé avec mon conjoint de lancer quelque chose un jour. J'ai toujours rêvé de travailler avec mes parents ou les parents d'associer mes enfants dans l'exercice entrepreneurial et dans le parcours entrepreneurial. Donc ça, pour moi, c'est la première raison. Elle est parfaitement louable. Enfin, donc, soit il n'y a aucun jugement de valeur, mais c'est un premier critère. Soit je me dis, bah, OK, il faut que je trouve quelqu'un qui vienne à mes côtés pour pouvoir apporter cette ressource financière. J'ouvre une parenthèse sur ce sujet-là. C'est parfaitement, enfin, ça se voit, hein, ce sont des exercices, des gens que moi j'ai rencontrés dans ma carrière professionnelle, des gens qui disent, bah, en fait, je me suis associé parce que tout seul, je ne pouvais pas. Et en fait, ce n'est pas moi qui avais l'argent, c'était l'autre. Sur ce sujet-là, je reste très, très réservée. C'est-à-dire que pour moi, s'associer avec quelqu'un parce que je n'ai pas l'argent et il l'a, je pense qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'autres solutions que de s'associer, en fait, pour aller trouver l'argent qui nous manque. J'ouvre cette parenthèse, c'est-à-dire que vous avez aujourd'hui le financement participatif qui s'appelle le crowdlending ou crowdfunding, et vous avez aussi des solutions diverses comme Monte ta franchise, Impact local. Ce sont des solutions qui ne sont plus du prêt mais de l'obligataire, qui peuvent venir compléter l'apport personnel qui vous manque. De la même façon, ces mêmes plateformes offrent parfois des solutions à des enseignes pour leur proposer d'avoir une espèce de plateforme privative où ce sont quasiment les franchisés ou les adhérents installés qui viennent compléter l'apport personnel qui vous manque. Donc, pour moi, s'associer parce que je n'ai pas assez d'argent, ce n'est pas forcément une très bonne solution. Je pense qu'il y a d'autres alternatives. Voilà, donc je ferme cette parenthèse et on continue. La troisième raison qu'on rencontre, c'est l'appréhension. En fait, j'ai un peu peur de me lancer tout seul. Je crains de ne pas y arriver. Et du coup, je vais être plus rassurée en y allant à deux. Alors là-dessus, j'ai envie de dire, c'est possible, vous avez le droit d'avoir cette appréhension, cette crainte, mais je pense que c'est une crainte qu'il faut partager avec le franchiseur qui vous intéresse, parce que n'oubliez pas que vous avez en face de vous, en fait, un professionnel de la sélection et du recrutement. Si les raisons profondes de cette crainte, lui-même sait qu'il est en mesure de pouvoir y répondre parce qu'il a un parcours de formation initiale qui est très puissant, parce que son concept est extrêmement structuré et bordé et qu'en fait, il y a tellement peu de marge d'initiative possible qu'en fait, vous vous dites, bah, en fait, je suis bien protégé, j'ai une forme de sécurisation de la façon dont je vais faire mon métier. Ou alors, troisième cas de figure, il y a des équipes animation qui sont très puissantes et qui sont là pour vous épauler de manière récurrente, régulière et assez présente. Bah, en fait, du coup, la notion de dire je le fais parce que j'ai un peu peur d'être seul ou de ne pas y arriver, bah, ça n'a pas de sens. Parce que si le franchiseur vous estime capable d'eux, il n'y a aucune raison que vous ne soyez pas capable. Lui a cette expérience. Évidemment, ça ne va pas être le cas d'un franchiseur qui a 5 points de vente. Et je peux vous dire qu'un franchiseur qui en a 30, 40, 50, 60, 70 et voire plus, lui, il a cette expérience. Voilà. Donc, je pense que s'associer par appréhension, là encore, peut-être, faites-vous confiance et allez voir si, effectivement, l'enseigne que vous visez ne présente pas tout le cadre qui va vous permettre d'avancer de manière beaucoup plus sécurisée dans votre démarche. Je vous invite à ce propos, pour rebondir sur ce que vient de dire, allez voir, nous on a fait un article et une vidéo sur le rôle de l'animateur de réseau. C'est une personne qu'on oublie souvent, mais qui est très importante, c'est un pilier dans la franchise.
Et il est vraiment là pour vous écouter, vous épauler et pas relever les compteurs, souvent, comme je dis. Donc, c'est important, oui, de dire la franchise, quand on interroge bien l'accompagnement du franchiseur, il y a quand même, normalement, c'est bien bordé. Voilà. Je te laisse continuer. On continue. Et j'accueille, quelqu'un vient de se rentrer, donc je n'ai pas eu le temps de voir le nom, mais j'ai accueilli, voilà, bienvenue. Alors, le 4e critère possible, c'est, en fait, je me sens compétent techniquement dans certains sujets et j'ai envie d'aller rechercher de la complémentarité. Ou alors, je me sens compétent dans certaines aptitudes en matière de comportement. J'ai le lien facile, voilà, ou plutôt, je suis très réservée et je me dis, je vais peut-être pas disposer de la posture qui va bien pour aller faire du commerce, en fait. Voilà, donc un besoin de complémentarité. C'est votre droit le plus total. Là encore, je renvoie aussi à la sélection de l'enseigne qui peut-être peut vous dire, non mais attendez, vous inquiétez pas, j'ai aujourd'hui le format de formation qui va vous permettre de réussir et vous faire rencontrer des franchisés en place, qui réussissent et qui vous ressemblent. Voilà. Donc, c'est aussi une des pistes. La 5e qu'on voit, c'est j'ai une très, très forte ambition de développement et si on est à plusieurs, ça va aller plus vite. On le voit souvent dans des enseignes de restauration rapide. Je le vois assez souvent en restauration. Je le vois assez souvent en service à la personne, où là, clairement, on sent que on est deux. Donc, en fait, on va aller plus vite parce qu'on va lancer le premier point de vente ensemble. Et dès qu'il commence à partir sur une traction, il y en a un des deux qui part lancer le deuxième. Et ensuite, quand le premier est très bien lancé, que le deuxième sécurisé, celui qui était en premier part du coup sur un 3e point de vente parce qu'ils ont embauché un manager. Et là, effectivement, si on est tout seul, ça ira beaucoup moins vite que si on est plusieurs. Donc, j'ai une très forte ambition de développement dès le départ. Donc, je me mets en position en fait, de pouvoir créer ce qu'on appelle en start-up de la scalabilité, c'est-à-dire de l'accélération dans le développement, parce qu'on va profiter de cette structuration. Voilà. Et après, peut-être qu'il y a d'autres raisons. Et très honnêtement, j'ai envie de vous écouter 10 secondes, savoir si, soit par le chat, soit à l'oral, pour me dire, est-ce qu'il y a d'autres raisons que vous-même avez identifiées? C'est la question que j'allais poser. Bravo, merci. Merci. C'était autre, alors je l'avais écrit alors. Je suis en train de jeter un coup d'œil sur le film. Allez-y, prenez la parole, oui, c'est très bien. Oui, en ce qui nous concerne, enfin là, je vois pas de raison autre. Hein, c'est tout ce qui a été énuméré. Hein. Enfin, on le voit d'un côté un peu plus positif. Après, la mise en garde, elle est intéressante de votre part. Mais maintenant, tous les points qui ont été évoqués, c'est exactement ça, la complémentarité. Au début, il y a peut-être une peur de ne pas y arriver seul. C'est aussi un projet de vie. Bon, ça reprend tous les points forts qui caractérisent ce qui nous anime de se lancer dans la franchise, oui. Ok, super. Parfait, merci. Merci beaucoup. Alors du coup, une fois qu'on a identifié les raisons, comme vous le voyez à la fin, je précise qu'en fonction de la réponse et des réponses, les points d'attention ne vont pas tout à fait être les mêmes. Hop là, pardon, il y a mon ordinateur qui ne fait pas ce que je veux. Voilà. Alors, le premier enjeu, dans le titre que vous voyez, l'enjeu numéro 1, c'est anticiper pour éviter les situations de blocage. Donc, effectivement, le petit picto fait une forme de blocage, mais effectivement, la conséquence du blocage, c'est parfois de se casser la figure, donc c'est important. Alors, la première chose, c'est bien se connaître. Alors, ça peut paraître un peu bateau comme démarche, mais quand on ne s'entend plus à un moment donné, c'est qu'on ne se comprend plus et qu'on ne s'entend plus. Donc, clairement, on est vraiment dans une démarche d'humain. Donc, bien se connaître, comprendre ce qui m'anime, ce qui me bloque et identifier mes points forts. Alors, je vais revenir sur le comprendre de ce qui m'anime. Là, je reviens un peu au profil entrepreneurial qu'on a l'habitude, nous, de faire quand on a des dirigeants d'enseigne. Et d'ailleurs, certains des franchiseurs utilisent le même profil pour pouvoir sélectionner leurs franchisés. En fait, c'est très important de comprendre ce qui vous anime. Est-ce que c'est de découvrir de nouvelles choses? Est-ce que c'est d'être en fait patron, d'avoir le statut de chef, en fait, chef d'entreprise? Est-ce que c'est de faire différemment de ce que vous avez fait avant? Est-ce que c'est d'aider les gens qui vous entourent, mais dans le sens
j'ai envie d'aider des gens qui méritent mon aide, c'est-à-dire que ce soit des clients ou des collaborateurs. Est-ce que quand vous faites quelque chose, vous le faites un peu par grandeur d'âme, ou est-ce que vous le faites parce que quand vous faites quelque chose, vous avez besoin de résultats? Tous ces critères sont évidemment très personnels, mais ce sont des critères qui vont conditionner ce qu'on appelle vos valeurs, c'est-à-dire que ces facteurs de motivation que vous avez, les 3-4 premiers, il faut comprendre que s'ils ne sont pas alimentés par votre quotidien demain, vous allez patiner, voire ralentir, voire tomber dans les process de bore-out ou de burn-out, c'est-à-dire je m'ennuie ou carrément je m'effondre. Ce qui est extrêmement important, c'est qu'en ayant la compréhension de ce que moi j'attends d'entreprendre, le partager en façon très transparente parce que je l'ai identifié, permet aussi d'avoir des discussions très claires sur le sens du projet. Alors, peut-être que dans le cas du couple, vous ne l'avez peut-être pas verbalisé, mais pour autant, comme vous vous connaissez par une vie perso, évidemment, de fait, peut-être que vous avez tendu vers ça ensemble. Mais il faudra quand même vous poser la question de dire est-ce que c'est bien les bonnes raisons? Voilà. Et quand on se connaît bien et qu'on partage en transparence ce qui m'anime, eh ben, on identifie aussi ce qui me bloque. Et du coup, ça permet de bien voir que je vais me concentrer de telle manière à alimenter en permanence dans ma phase d'entrepreneuriat tout ce qui m'anime et surtout ne pas alimenter des éléments bloquants. Ne pas me mettre en situation, en fait, d'être obligé de faire des choses, moi, qui me bloquent. Voilà. Et évidemment, comme on est 2, voire 3, la conséquence, s'il veut bien y aller, c'est le même exercice en face, c'est-à-dire bien connaître mon associé, partager du coup les mêmes valeurs, identifier les complémentarités comportementales et techniques, et quelque part aller jusqu'au bout en disant, OK, c'est quoi les rôles que nous allons chacun avoir? Et bien évidemment, l'objectif, c'est de faire des rôles différents de manière à faciliter la fluidité dans le quotidien de demain. Voilà. Donc, cette première étape est humaine. J'ai vu qu'il y avait une question passée, mais je n'ai pas pris le temps de la lire. C'est simplement Claudia qui dit ça peut être personnel pour aider les autres. Voilà. Absolument. Absolument. Ça fait partie, en fait, ça fait partie des facteurs de motivation. C'est-à-dire, quel est mon rapport à l'aide? Est-ce que je suis là pour aider les gens qui méritent mon aide? Ou est-ce que je suis là pour aider, enfin, quelque part, pour sauver les gens, quoi. Et on va retrouver pas mal de cette dimension-là dans le service à la personne. On va également retrouver dans le service à la personne les gens qui le font pour le sens et la cohérence. C'est-à-dire, j'estime que j'ai un rôle à jouer dans la société pour aider les personnes âgées. Alors, souvent, l'histoire du rôle et de la complémentarité, je pense que c'est quand même une base assez incroyable. Moi, j'ai souvent entendu dire dans le monde de la restauration, par exemple, où il y a en plus des salariés et souvent un couple à la tête, là je parle de couple, il faut vraiment déterminer le rôle de chacun parce qu'après, les employés ne savent plus qui est le patron, etc. Et ça peut faire des tensions et générer un management qui ne soit pas très positif pour le développement de la marque. Exactement, je suis tout à fait d'accord. Alors, deuxième enjeu, on va définir notre terrain de jeu. C'est exactement ce que tu viens d'évoquer. On définit le terrain de jeu de chacun et on définit les règles du jeu. Alors, les règles du jeu, elles vont commencer de tout. La première règle du jeu, c'est de dire, on va créer une société. Comment va-t-on répartir le capital entre nous? Est-ce qu'on va faire du 50-50? Est-ce qu'on va faire du 51-49? Est-ce qu'on va faire du 45-45 et on confie 10% à quelqu'un, ou du 48-48 et on confie 4% à quelqu'un qui est un tiers de confiance et un tiers de la confiance? Est-ce que, ah mais non, mais attends, c'est moi qui mets plus d'argent, parce que là, bon, le problème ne se situe pas tout à fait de la même manière, mais quand j'ai 2 associés où il y en a un qui met plus d'argent que l'autre, est-ce qu'on décide de faire une répartition du capital au prorata du capital qui a été injecté, ou au contraire au prorata du rôle et du côté opérationnel que l'un et l'autre vont faire? En fait, toutes ces décisions doivent être bien calées en amont. Et que moi, j'incite, vraiment, j'ai une règle là-dessus, et pour information, je travaille avec beaucoup de startups, donc pour moi, la règle s'applique à tout le monde. Il faut que la répartition du capital soit réellement le reflet, à un moment donné, de la valeur contributive de chacun. C'est-à-dire que si on y passe tous les deux 100% de notre temps et qu'effectivement, on crée de la valeur pour la boîte de la même manière, oui, il faut qu'on soit égalité. Alors, le 50-50, je ne suis pas forcément pour, je reviendrai après,
mais donc il faut avoir cette notion d'équité, en fait. C'est-à-dire que il faut que ça reflète la réalité. Voilà, je pense que c'est important. Alors, j'ouvre la porte sur le 50-50. Le 50-50 est possible à partir du moment où on a défini des règles dans un autre cadre qui va être le pacte d'associés ou les statuts, selon la structure juridique qu'on va prendre. Parce que le problème du 50-50, c'est que si vous n'êtes pas d'accord et que vous n'avez pas défini des règles du jeu et des règles de gouvernance dans un document séparé, en fait, vous allez être en situation de blocage. Et dites-vous bien que quand on entreprend, à un moment donné, si la boîte est bloquée parce qu'on n'est pas d'accord, parce qu'on ne voit pas la même vision, on n'a plus la même ambition pour la société, c'est la meilleure façon d'envoyer la boîte au tapis. Ce qui veut dire quand même que tout l'investissement que vous aurez fait pendant 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, se retrouve à un moment donné fragilisé parce que vous n'arrivez pas, en fait, à être d'accord. Et contrairement à ce qu'on pense, c'est très fréquent, en fait. Donc, je me permets de le dire, c'est un point qu'il faut traiter, en fait, dès le départ, parce qu'au départ, on est vraiment dans l'enthousiasme, on dit non, mais c'est évident, regarde, tu vois bien, on travaille bien ensemble, etc. Non, il faut prévoir des règles du jeu à l'avance. Alors, comment on fait ça? Ah, il y a mon document qui n'avance pas. Bon, du coup, je les mets tous en même temps. Je suis désolée, ça va aller plus vite. Donc, évidemment, on va choisir la structure juridique qu'on prend. Est-ce qu'on prend une SARL? Est-ce qu'on prend une SAS? Parce que derrière, les règles de gouvernance de la société vont passer par des documents différents. C'est-à-dire que si on est en SARL ou si on est en SAS, les choses vont passer par des statuts et par un pacte. Et ça, évidemment, vous comprenez bien, il faudra bien voir ça avec un avocat. Mais l'avocat, il va vous rédiger un document sur ce que vous voulez. Mais certains avocats vont être capables de vous guider dans la réflexion, d'autres un petit peu moins. Donc, il faut vraiment que vous ayez cette réflexion en amont en disant, OK, en fait, comment on imagine les cas de figure et comment on fait. Vous pouvez aussi, quand vous êtes en franchise, discuter de ça avec le franchiseur, même si derrière, il mettra pas son nez dans cette documentation, il n'empêche quand même que vous pouvez en discuter avec lui parce qu'il a peut-être été confronté à ça au sein de son réseau et il peut vous donner des idées. La quatrième brique que vous allez avoir, c'est la gérance ou la présidence. Qui la prend? Il y en a qui vont dire je mets la gérance ou la présidence à la personne qui est la plus emblématique parce qu'elle prend de l'espace, parce qu'elle communique bien, parce que ceci, cela. Ou alors vous vous dites non, je confie la gérance et la présidence à la personne qui est la plus structurée, qui probablement fera le pilotage économique de la société, parce qu'en fait, en lui confiant les rênes, on se sent beaucoup plus à l'aise sur on va dire la solidité, la fiabilité de tout ce qui aura chiffre, tout ce qui sera autour des chiffres derrière. Le 1, 2, 3, 4, 5. Le cinquième point important, c'est quand vous êtes 2 ou 3 qui signent le contrat de franchise. Et bien là, il faut savoir que toutes les options sont possibles. Nous avons des enseignes qui ne veulent qu'une personne signataire et nous avons des enseignes qui acceptent d'avoir 2 personnes. Alors, 3, j'ai jamais vu en acceptant d'avoir 3 personnes, mais en tout cas, d'avoir 1 ou 2 personnes, c'est vraiment une question d'enseigne. Alors, Nathalie, là, je t'arrête. Oui, vas-y. Et là, je vais apprendre des choses grâce à toi. Moi, j'ai toujours cru comprendre que dans un réseau de franchise, il y a un franchisé, il y a une personne qui est nommée franchisé et qui est le pilote, en fin de compte. Est-ce que c'est une erreur de ma part? Non, c'est ce qu'on préconise, en fait. Mais ce n'est pas forcément ce qu'on trouve. Ah, d'accord. C'est-à-dire que la préconisation des experts, que tu connais, est effectivement de dire, les gars, il faut une tête, il faut un responsable en face. Mais il arrive parfois d'avoir 2 noms. Alors moi, je me posais une question. Imagine que voilà, on est un couple, ça fonctionne, il y a une tête, comme tu dis. Sauf que, alors j'espère que ce n'est pas ce que tu vas voir après, mais peut-être, il y a un divorce personnel, ce qui fait que qu'est-ce qui se passe pour la société? C'est tout le sujet, c'est-à-dire que selon les décisions, c'est-à-dire qu'une tête, ça veut dire que l'autre peut se protéger par le pacte et le statut. C'est pour ça que c'est important d'avoir un pacte et un statut. C'est-à-dire que je suis actionnaire de la boîte et je suis à part égale avec l'autre. Donc, par conséquent, j'ai le même droit de parole et on négocie pour que les choses se passent bien. Mais effectivement, le sujet, c'est que alors, il faut savoir que qu'est-ce qui va dans la tête, qu'est-ce que le franchiseur va privilégier? Selon mon expérience, le franchiseur privilégie celui dont il pense qu'il sera capable de continuer seul. C'est comme ça qu'il raisonne. En fait, quand il dit « moi, je veux qu'une personne », il prend la personne dont intuitivement, il n'a aucune preuve évidemment à ce stade,
intuitivement, il pense que c'est celle qui va être la plus à même de pouvoir poursuivre. Parce que sa peur, c'est que le franchisé arrête son activité. Lui, la peur, c'est de perdre le point de vente. La couverture à lui, quoi. Oui, en fait, je crois que perdre le franchisé, pour être très honnête, je ne suis pas sûre que ce soit sa première peur. La première peur, c'est de perdre le point de vente. Oui, c'est ça le point de vente, oui. Oui, mais c'est intéressant parce que, en fait, ce qui peut se passer, c'est qu'en cas de séparation, si le franchiseur est capable de vous aider, en fait, à faire reprendre votre point de vente de manière à ce qu'à la limite, le produit de cette vente vous soit partagé, ce n'est pas forcément une mauvaise solution. C'est peut-être mieux qu'un continue et l'autre sort, alors qu'il va sortir du contrat de franchise tout en restant dans la société. Alors, c'est pas facile non plus. C'est-à-dire qu'on peut décider effectivement de se séparer d'un point de vue personnel, c'est-à-dire qu'on est deux à opérer un restaurant. Demain, il y en a, on divorce, donc on décide qu'il y en a un des deux qui n'est plus dans le point de vente. Pour autant, il peut ne plus être dans le point de vente, mais être évidemment actionnaire de la société. Donc, c'est pour ça que définir dans le statut ou dans le pacte ce qu'on appelle des clauses. Alors, ça, en anglais, je suis désolée, je ne connais que le terme anglais. Ça s'appelle une clause de bad liver, c'est-à-dire que c'est une clause où on va décider des conditions dans lesquelles on se sépare. Et on a les clauses de good liver et de bad liver, c'est-à-dire on définit à l'avance comment on va calculer la valorisation des parts pour l'un et l'autre quand on sort. Et c'est vachement important d'avoir défini ça avant, parce que si jamais il y a un pet, au moins, on applique en fait un contrat, un peu comme vous allez avoir un contrat avec votre franchiseur, dont l'essence même, c'est de fixer les règles du jeu et d'être utilisé en cas de pépin. Là, c'est exactement la même chose en fait. Mais il faut vous protéger, c'est important. On nous pose une question de Guillaume, donc je te la lis. Peut-on faire le parallèle entre ces conseils pour les associés d'une franchise et ceux pour un couple non marié, investissant dans un bien immobilier? Oui, complètement, totalement, bien sûr. Ce ne sera pas les mêmes mécaniques, mais oui, absolument, bien sûr. Merci Nathalie. Je te laisse poursuivre. Et le dernier point que j'ai évoqué tout à l'heure rapidement, c'est le tiers de confiance. Alors effectivement, quand on est trois, à la limite, on a, je sais pas moi, 40%, 40%, 20% ou 33, 33, 33, selon ce qu'on a décidé de faire. Donc automatiquement, il y aura toujours une décision qui sera prise. La boîte ne sera pas bloquée dans son fonctionnement, puisque on est trois, on est à part égale. Ça veut dire qu'à un moment donné, la décision d'atteindre les 51% ou une règle qu'on a fixée à 66%, en fait, on l'a définie. C'est facile. Quand en revanche, on n'est que deux, moi j'incite, et c'est vrai que je l'ai fait aussi, c'est intéressant, je l'ai fait aussi sur de l'investissement SCI patrimonial, où à un moment donné, des parents ont cédé leur SCI à leurs enfants. Moi, je leur ai conseillé de garder 5%. Ils m'ont dit, pourquoi? Je dis, parce que si un jour ils ne sont pas d'accord, vous pourrez arbitrer et aider à faire la bascule. C'était deux enfants, ils avaient deux enfants. C'était aider à faire la bascule entre la bonne décision. C'est-à-dire que si les enfants n'arrivent pas à décider tout seuls, à un moment donné, les 5% basculant d'un côté des 47,5 ou de l'autre côté des 47,5 permettaient de prendre une décision et ne pas bloquer la situation. Donc oui, on parle vraiment de la même chose. Je pense que le parallèle avec l'immobilier est intéressant. C'est clair pour tout le monde? Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions, c'est le principe. Oui, l'avantage, c'est que Corinne a l'œil sur les questions et moi, plus sur l'écran que je partage avec vous. Alors, l'enjeu numéro 3. Et si on est à 3, qu'est-ce qui se passe? Alors, première chose, évidemment, on a les mêmes analyses concernant la dimension RH. Pourquoi on s'associe? Est-ce qu'on partage les mêmes valeurs? Est-ce qu'on a la même vision? Est-ce qu'on a les mêmes enjeux? Très important, j'ai oublié de le dire, est-ce qu'on est dans le même timing? C'est très intéressant ça. Petite attention. Si vous avez le même âge, grosso modo, vous pouvez supposer que vous êtes à peu près dans le même temps. Si vous avez des âges différents, peut-être que vous n'êtes pas dans le même temps. Je vais prendre l'exemple d'Alexis, nous sommes 4 associés. Moi, j'ai entre le plus jeune et moi, il y a 10 ans d'écart, un peu plus même, 12. Il est clair que moi, l'échéance de la retraite va être un peu différente qu'eux. Donc, peut-être qu'on n'est pas dans le même échelle de temps. Donc, à la dimension RH, je vous invite à bien réfléchir à l'échelle temps aussi. Je continue. Donc, les mêmes analyses sur la RH. Bien évidemment que je vais avoir les mêmes analyses sur la répartition du capital. C'est ce qu'on vient de faire tout à l'heure. Je vais avoir après les mêmes questions sur la gouvernance de la société et les règles de décision. Il faut les avoir écrites, les avoir prévues. Et important, c'est l'ambition du projet. Parce qu'effectivement, est-ce qu'on est bien
Est-ce qu'on a envie de la même chose? Je vais vous donner un exemple très concret. Vous êtes 2, vous êtes 3, là, le raisonnement est le même, et vous rentrez dans une chaîne d'hôtellerie. Donc, l'hôtellerie, ce sont des actifs immobiliers très importants. Et décider de détenir, à un moment donné, moi, 2 hôtels, ça me suffit. Je trouve qu'on gagne bien notre vie avec 2 hôtels. Ah non, mais attends, on pourrait gagner beaucoup plus si on en avait 3, 4, 5. Oui, mais moi, j'ai pas envie d'aller à 3, 4, 5. Moi, je préférerais rester à 2, 3. Parce que c'est ça qui m'intéresse. C'est de rester proche du terrain, de rester proche du business et des mains dans le cambouis. Alors que si on a trop d'hôtels, on se met à un moment donné à avoir un autre métier, c'est celui de piloter des managers et piloter du personnel et piloter de la trésorerie. Et en fait, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de recevoir les clients, de pouvoir voir ce qui se passe sur le terrain auprès de chaque hôtel. Donc, quand on parle de l'ambition du projet, effectivement, il faut bien vérifier qu'on est en phase sur ce qu'on veut. C'est-à-dire, je veux une agence de SAP où j'en veux 2, où j'en veux 3, j'en veux 10, ou alors je veux effectivement qu'un restaurant ou 2 restaurants et rien d'autre. Voilà. Et ça, il faut l'avoir bien défini avant. Parce que si vous ne le faites pas, au moment où il y en a un qui va trouver que ça ne va pas assez vite et qu'on ne va pas assez loin, et donc vous allez avoir une espèce de tension qui va se créer entre celui qui dit « mais moi, ça me suffit » et l'autre qui dit « mais non, ça ne nous suffit pas ». Voilà. Donc, vraiment, ça fait partie des choses qu'on doit traiter le plus tôt possible dans la réflexion. Mais Nathalie, ça ne peut pas se voir au bout d'un certain temps. Il n'y a pas des étapes en se disant, voilà, ça fait 3 ans qu'on développe le premier point de vente, ou comme tu dis, l'hôtel. Et puis, du coup, les choses peuvent changer. Alors, ce qui va changer, enfin plutôt, pardon, c'est qu'on n'en ouvre pas 3 d'un coup. C'est-à-dire, on en ouvre 1, puis 2, puis 3. Mais il y en a qui veulent s'arrêter à 3, et il y en a qui veulent continuer. Sauf que ça renvoie aux valeurs qu'on a évoquées, qui sont souvent liées à l'ambition. C'est-à-dire que l'ambition des gens se mesure par des systèmes RH qui existent, mais cette ambition, en fait, il faut l'exprimer en disant, en fait, moi, je pense que je n'ai pas envie d'en faire plus qu'un ou 2. Si l'autre dit déjà, moi, j'ai envie d'en faire 10, ça veut dire que dès le départ, il faut organiser les choses de telle façon à ce que ça se prépare. Pourquoi je dis ça? Il y en a un qui veut en faire que 2 et l'autre qui a envie d'en faire 10. À un moment donné, soit celui qui en veut 2, c'est-à-dire qu'ils restent tous les 2 au capital des 2 premiers, et le troisième continue à construire son troisième, son quatrième, son cinquième tout seul, c'est-à-dire que sur le plan capitalistique, l'autre n'est plus impliqué par choix, parce qu'effectivement, il ne va pas contribuer à la valeur qui va être générée par le troisième, le quatrième et le cinquième. Alors que, et donc c'est une bonne façon de gérer, alors que si on a prévu une holding commune en créant des filiales à chaque fois en dessous, il y a un moment donné, celui qui en veut 10, il va dire « Non mais attends, là je suis en train de t'enrichir, j'enrichis ta propre participation alors même que tu n'y contribues pas. » Et donc ça crée des tensions. Est-ce que j'ai été claire dans ma démonstration? Oui. Ok. Est-ce que pour tout ça, je ne sais pas si tu l'évoques après, est-ce que pour tout ça, le franchiseur est à nos côtés ou c'est plutôt des experts extérieurs? L'avocat. On va y arriver justement. C'est juste après. Okay. Oui, c'est après. Donc, le signataire du contrat de franchise, on a la même question que tout à l'heure, bien évidemment. Sachant que, ayez bien en tête que chaque projet fait l'objet d'un contrat de franchise différent. C'est-à-dire que vous avez un premier restaurant, c'est un premier contrat. Vous avez un deuxième restaurant, c'est un deuxième contrat, etc. etc. Donc, logiquement, vous avez le droit de changer d'avis en cours de route, effectivement. Et effectivement, là encore, alors, oui, c'est vrai que j'ai mal formulé, excusez-moi. Il y a la notion de l'ambition du projet. Je reprends. Je suis désolée, j'ai amalgamé les deux. Je reprends l'ambition du projet. Quand j'ouvre un restaurant, mon objectif, c'est d'avoir une grande surface et d'être propriétaire de mon immobilier. Pourquoi? Parce que je veux générer de la valeur patrimoniale. Ou alors, quelqu'un va dire, non, moi, je veux juste ouvrir une unité et juste l'exploiter. Parce que ça fait moins de dettes, ça me fait moins peur. Voilà. Deuxième ambition, c'est l'ambition de développement, c'est celle du territoire et du nombre que je vous ai présenté tout à l'heure. Je suis désolée, j'ai interverti les deux dans l'ordre. Alors, je continue. L'enjeu numéro 4, bien s'entourer au démarrage et après. Donc, tu as raison, effectivement, Corinne, c'est exactement ce qu'on voit là. Nous avons 6 petits pictos avec des personnes différentes, hommes et femmes. L'objectif, c'est oui, on a besoin de bien s'entourer. Je pense que vous l'avez compris avec ma démonstration. La première chose, c'est que vous avez besoin, bien sûr, d'un conseil juridique ou d'un avocat. Enfin, après, vous voyez ce qui vous est proposé dans le cadre dans lequel vous êtes. Vous avez parfois des experts comptables
qui sont des très gros cabinets qui ont des conseils juridiques à l'intérieur, et puis d'autres cas où l'expert comptable n'a pas la compétence qui va bien pour faire ce conseil à côté, et vous avez intérêt à faire recourir au service d'un avocat. Le troisième expert qui est nécessaire, évidemment, c'est le banquier. Alors celui-là, je vous dis tout de suite, il est incontournable. Autant le premier, vous pouvez vous dire, peut-être que je peux m'en passer, moi je vous le déconseille. Le deuxième, vous n'y échappez pas parce que de toute façon, vous avez besoin d'un comptable. Le banquier, vous avez carrément besoin de lui pour démarrer. Donc là encore, quand on dit bien s'entourer au démarrage, on a tendance à aller sur le banquier qui va nous prêter. Oui, bien sûr, mais entre deux banquiers, s'il y en a un que vous sentez et l'autre que vous ne sentez pas, suivez votre instinct, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, allez vers celui que vous sentez. Sous réserve quand même de garder à l'esprit que vous allez prendre un prêt pour 5 à 7 ans. Si vous n'avez pas d'immobilier, ça sera 5 à 7 ans. Et que votre banquier, lui, en général, tous les 2-3 ans, il change de poste. Si vous voulez, si à un moment donné, votre relation avec votre banquier existant se passe mal, vous avez le droit de changer de banque. C'est tout à fait possible. Donc, la relation de confiance avec son banquier, elle est indispensable. Quand vous avez une intervention qui a eu lieu ou qui aura lieu, je ne sais plus dans quel sens c'est, avec la Banque Populaire, franchement, écoutez-le bien sur ces dimensions-là, c'est super important. Oui, c'était hier, ça. C'était hier, voilà, je ne savais plus en quel sens c'était. Le quatrième qui va vous entourer, pardon. Non, je disais, posez vos questions, je trouve ton sujet est très peu, et merci Nathalie, excusez-moi, mais je suis contente d'avoir choisi ce sujet parce que c'est très peu évoqué et je sens le pratico-pratique d'expérience. Merci. Donc, posez-lui les questions, hein, elle ne sera pas là tout le temps. Profitez-en. Non, mais sinon, vous pouvez toujours continuer à poser les questions après, vous verrez, soit à moi, soit à Corinne, et elle me le transmettra. Alors, le quatrième partenaire qui va vous entourer, évidemment, c'est l'équipe développement d'enseigne. Et ça va démarrer au début, parce que l'équipe de développement, c'est celle qui va décider avec vous de vous sélectionner, c'est-à-dire que vous allez vous choisir mutuellement. Et cette équipe développement, elle va avoir un lien, une assistance dans la recherche du local, enfin de l'emplacement, mais dans le sens de localisation, puisque vous avez défini ensemble le territoire. Ensuite, du local, soit vous avez des enseignes qui vous les trouvent, soit c'est vous qui trouvez, l'enseigne va vous valider le placement. Ensuite, en tout cas, sans forcément le valider, elle va vous dire non, ça va pas, ça va pas. Toujours, elle vous dira oui, celui-là, tu peux y aller. Ensuite, on va avoir bien évidemment tout cet accompagnement pour justement, alors c'est là où ça va dépendre des enseignes. Vous avez les enseignes qui vont beaucoup vous accompagner pour vous aider, pour vous donner des contacts, des partenaires, pour créer votre boîte, trouver le bon expert comptable, trouver le bon banquier, vous aider à programmer vos travaux, identifier avec vous, vous aider à sélectionner les bons entrepreneurs, etc., etc., etc. Ça, c'est l'équipe développement d'enseigne. Puis quand vous êtes prêt à ouvrir, l'équipe développement, alors soit un peu avant, soit un peu après, passe la main à l'équipe animation sur cette phase intégration. C'est l'autre équipe qui, elle, va vous suivre pendant les 5 à 7 ans de votre contrat. Alors moi, j'ai une question parce que c'est du vécu, disons, des propos de franchisés, de franchiseurs. Si on se présente à 2 ou à 3, est-ce que le franchiseur peut dire « Moi, votre projet m'intéresse, mais l'association, je ne la sens pas. Oui, et il faut qu'il le dossier. » Bien sûr. Bien sûr, et il doit le dire. Le franchiseur a un droit de veto. Il ne va pas avoir un droit de veto, mais il va dire soit je ne te prends pas du tout. Alors, vous allez avoir deux types de franchiseurs. Il y a le franchiseur qui va vous laisser faire votre montage et qui va vous dire c'est toi que je veux au contrat et pas les deux autres. Bon, là, à vous de comprendre ce que ça veut dire quand même, parce qu'en général, ça veut quand même dire qu'il ne cautionne pas forcément les deux autres. Soit le franchiseur, s'il n'est pas dans une course à l'ouverture, va vous dire écoutez, à 3, non, nous, on ne fait pas. Il y a des enseignes qui refusent les associations. Il y en a qui refusent les associations opérationnelles, qui acceptent qu'il y ait des investisseurs financiers, mais pas des associations opérationnelles. Et d'autres, au contraire, qui sont très contents de les avoir. Je crois qu'il n'y a pas de règle en la matière. Mais oui, l'enseigne peut dire non. Et c'est même une bonne chose qu'elle dise non si elle pense que le truc ne tient pas la route, quoi. Alors, une autre question, parce que ça aussi, c'est du vécu. Souvent, s'il y a des couples qui veulent aller ouvrir un... Non, j'ai une personne qui veut devenir franchisée, on va dire que c'est madame qui veut ouvrir une franchise. Son mari est encore salarié, mais au bout d'un moment, l'activité de la personne lui plaît complètement et il décide de tout quitter et de la rejoindre. Et ça, ce n'était pas prévu au départ. Comment on fait? En fait, alors c'est rarement le cas dans un premier point de vente, sauf sur des très grosses unités.
Parce qu'il n'y a pas forcément de quoi faire vivre 2 dirigeants dans la boîte, d'accord? C'est ça aussi, c'est quand on est 2, attention, ça veut dire aussi qu'il faut bien gagner sa vie pour que la rentabilité du point de vente ou de la structure qu'on a permette à 2 de vivre. C'est quand même pas neutre. Très souvent, quand un deuxième arrive comme ça se fait dans le cadre d'une deuxième opération. Et dans ces conditions, c'est pas du tout gênant. C'est soit on va valoriser, soit le couple décide que c'est pas un problème, ils se mettent à 50-50 dans une holding au-dessus, parce qu'à ce moment-là, en général, il n'y a eu qu'un point de vente avec une structure au départ. Et à ce moment-là, on crée la holding au-dessus, on est associé de la holding au-dessus qui se met à détenir ce point de vente-là, et les autres qu'on va ouvrir derrière, on va le faire à partir de cette holding. Et dans ces cas-là, il n'y a pas de sujet. D'accord. Merci pour ta réponse. Est-ce que les profils des couples ou des associés, c'est un avantage pour le franchiseur? Est-ce que c'est des profils ou des potentiels qui l'intéressent? Ça dépend complètement du business. Vous avez des business où typiquement, je pense à la boulangerie, où historiquement, j'ai vu pas mal de couples. Dans la boulangerie, j'en ai vu aussi dans la tenue d'épicerie, vous savez, les petites épiceries, genre les Carrefour Market, les G20, les machins, les trucs comme ça, les casinos, tous ces trucs-là. J'ai souvent vu des couples. Après, il y a des enseignes qui n'en veulent pas. Et ils le disent. Hein. En fait, ils le disent en disant vous êtes en train de mettre tous vos œufs dans le même panier, c'est pas raisonnable. Donc, il y en ait un qui démarre et l'autre qui garde son truc. Si vraiment vous voulez y aller après, ça se fait dans des structures différentes. Et tout s'entend, hein, tous les raisonnements se tiennent en fait. Il n'y a pas un qui a raison, qui a tort, c'est une réalité.